Bienvenue pour cette plénière qui est co-organisée par le Club Noé et Réseau Alliance. Quelques mots sur le Club Noé. Le Club Noé a été constitué par des membres fondateurs que sont Réseau Alliance, le CJD, le CD2E, le CERD, la CCI Grand Lille, Athémis, la région et la PES. Donc avec une volonté effectivement de faire converger les actions envers les nouveaux modèles économiques dans la région et donc de coopérer. Donc le Club Noé accueille comme adhérents des entreprises, des collectivités publiques, des associations, des écoles. Un objectif fort, c'est de rendre viral les nouveaux modèles économiques en Hauts-de-France. Quelques missions pour cela, être le garant de la coopération entre les acteurs engagés dans la dynamique des nouveaux modèles économiques, être apporteur de connaissances sur ces sujets, c'est quand même encore des sujets qui sont émergents, animer le débat public, donc essayer de porter la bonne parole, on va dire, sur tous les territoires de notre région, aider évidemment à monter en compétences et puis développer des expérimentations pour continuer à apprendre et puis continuer à structurer des accompagnements et justement accompagner donc les décideurs, leur structure et aussi leur écosystème. Parce qu'il est essentiel effectivement que la montée en connaissances et en compétences et en expérimentation se fasse sur l'ensemble de l'écosystème et pas seulement sur un dirigeant d'association ou un élu. Il faut vraiment emmener tout le monde. Donc le Club Noé, c'est un espace de coopération pour définir des stratégies communes de déploiement des nouveaux modèles économiques. C'est aussi pour soutenir l'endurance des acteurs engagés parce qu'on a des dispositifs, des parcours d'accompagnement qui durent parfois 12, 14, 16 mois, où on est fortement investi dans la réflexion sur le changement de modèle de sa structure. Et une fois qu'on sort de cette réflexion, qui est souvent très très riche et qui questionne, il peut y avoir des difficultés à continuer la démarche parce que ça sollicite beaucoup. Il faut continuer à rencontrer des gens qui sont aussi engagés pour pouvoir continuer à être stimulé dans sa réflexion et dans ses actions. Il faut aussi pouvoir être mis en relation avec des acteurs qui peuvent nous aider. Et tout ça, c'est effectivement le travail aussi du Club Noé de maintenir effectivement les gens dans leurs efforts pour changer de modèle et les accompagner. Évidemment, on produit et on diffuse un certain nombre de connaissances par rapport à ces accompagnements, à ces expérimentations, à ces projets. Et puis, on professionnalise un ensemble d'acteurs qui sont susceptibles justement d'aider les personnes qui le souhaiteraient. Donc, nous développons particulièrement donc, avec l'ensemble des membres fondateurs et des réseaux des dispositifs donc, d'accompagnement. Quelques chiffres qui peuvent être intéressants, et notamment des dispositifs d'accompagnement sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération. On s'aperçoit que sur une enquête qu'on a réalisée auprès de nos adhérents, 91% des adhérents qui ont été interrogés affirment que l'économie de la fonctionnalité de la coopération leur a permis de donner plus de sens à leur travail et a permis aussi de développer des coopérations au sein de leur structure et à l'extérieur. Donc ça questionne aussi le travail dans son entreprise et la manière d'impliquer peut-être aussi les équipes et évidemment des coopérations à l'extérieur avec les partenaires. Dans l'enquête, on a aussi relevé que plus de 3 emplois ont été sauvés ou créés dans chaque entreprise, sachant que c'est plutôt des petites entreprises. Donc ça fait que c'est quand même assez notable. Et 80% des entreprises interrogées ont développé une offre intégrant davantage les enjeux du développement durable et de la RSE. Donc on voit aussi qu'il y a des effets, des impacts extrêmement positifs sur les différentes dimensions du développement durable. Donc en adhérant au club, chaque adhérent bénéficie d'un rendez-vous individuel annuel pour écrire sa feuille de route en fait pour l'année à venir. Donc c'est des choses qui sont aussi très structurantes pour progresser dans l'évolution de son modèle.
Les adhérents profitent aussi de la mise en relation avec d'autres structures qui peuvent être engagées sur des questions qui sont traitées par d'autres adhérents, mais qui ne connaissent pas forcément. Et ça aussi, c'est très riche parce que ça permet aussi de développer des coopérations fructueuses. Et évidemment, les adhérents bénéficient des apports en connaissances et des outils qui permettent d'avancer et éventuellement de la participation à des groupes de travail thématiques qui peuvent les intéresser. Alors, le Club Noé fait partie et contribue à un réseau plus important qui s'appelle l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité. Et petite information, l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité fera son Agora. Donc, c'est une journée qui est organisée le 21 mars à Paris à la Caisse des dépôts et consignations. Et c'est pareil, ça c'est aussi des choses sur lesquelles effectivement tout à chacun peut participer, et c'est l'occasion de rencontrer des structures engagées dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération au niveau national, de voir aussi ce qui se passe dans les autres régions. Alors on a la chance quand même d'être dans une région extrêmement dynamique sur ces sujets, voire la plus dynamique parce que historiquement la plus engagée depuis longtemps sur ces sujets-là. Et puis d'avoir des retours d'expérience aussi intéressants lors de cette agora de printemps de l'Institut. Donc au niveau de la plénière qui va débuter, alors ces plénières, on en réalise 3 à 4 par an sur des sujets différents mais qui tournent toujours autour des nouveaux modèles économiques pour pouvoir mieux se les approprier. Donc ça participe à l'animation du débat public qui est une de nos missions. L'idée, c'est de vulgariser et de concrétiser les nouveaux modèles économiques, parce que si on commence à jargonner, c'est extrêmement compliqué de comprendre les mécanismes. Par contre, des dirigeants, des élus, des associations, des écoles qui peuvent parler de leurs projets, de leurs expérimentations, c'est forcément plus parlant et voilà, et on comprend mieux les différentes trajectoires et les changements de trajectoire qui s'opèrent. Donc les plénières, c'est évidemment de la montée en compétences collectives par justement ces témoignages, ces intervenants. Et puis, c'est aussi l'occasion de valoriser des actions qui sont mises en place. Et ce qui est important aussi, et vous le verrez à la fin de la plénière, à la fin des témoignages, on a un moment cocktail, mais qui fait partie intégralement de la plénière. C'est-à-dire que c'est un moment qui est un peu plus informel, mais qui permet effectivement de développer les échanges, de se rencontrer, d'aller voir ceux qui sont intervenus, mais aussi d'autres personnes. Chacun a des badges, donc on peut aussi repérer un peu qui est qui, et de pouvoir développer aussi des échanges, voire des coopérations. Alors, habituellement, nos plénières, on fait intervenir et on fait témoigner des adhérents, en général. Il peut y avoir des non-adhérents, mais qui ont déjà une structure depuis un certain temps, donc qui ont eu peut-être cette difficulté de devoir muter et de changer de modèle, donc, mais en même temps qui avaient déjà un outil existant, donc qui partaient déjà certainement de bonnes pratiques et qui devaient être développés dans une nouvelle trajectoire de nouveaux modèles. Voilà. Aujourd'hui, ça ne sera pas le cas parce qu'effectivement, les intervenants sont plutôt des jeunes entrepreneurs et qui démarrent sur des bases de nouveaux modèles économiques. Donc, c'est une autre approche qui est extrêmement intéressante. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment construit-on finalement directement une entreprise sur un modèle économique nouveau, on va dire. Et donc, voilà un peu les enjeux, les témoignages qui auront lieu ce soir. Avant de passer la parole à Simon Ledet, qui est délégué général du Club Noé et qui va animer cette plénière, voilà, je souhaitais juste remercier Réseau Alliance pour la co-organisation de cette plénière et une preuve de plus que finalement l'intelligence collective permet de créer des synergies pertinentes. Voilà, Simon, si tu veux bien. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents. Avant de commencer la plénière, on commence maintenant, c'est une tradition, par le tour d'actualité des adhérents. Et juste souligner qui sont les nouveaux adhérents qui sont rentrés au Club Noé.
Il y a coporteur Laurent Courouble qui est ici présent et qui effectivement a souligné lors de l'AG qui était nouvel adhérent. L'IRECO, donc avec la présence d'Aimé Chevalier qui est aussi là. SIA Habitat et Initiative Ternois, voilà qui sont les quatre adhérents qui ont adhéré ce mois-ci au CLAM Noé. Dans le tour d'actualité, dans la catégorie « Ils expérimentent des projets EFC ensemble », justement, l'IRECO a lancé une expérimentation avec l'Institut catholique pour réfléchir à l'optimisation des consommables dans une approche d'économie de la fonctionnalité de la coopération. On a également un notaire avec un bureau d'études et une association d'insertion qui sont en train de réfléchir à l'aménagement d'un local dans le Ternois, et ce local viserait à devenir un lieu de ressources pour le territoire et ses acteurs économiques. Donc ce sont des acteurs qui sont formés à l'économie à fonctionnalité. Aussi dans les tours d'actualité, on a un grand nombre d'adhérents qui ont du coup participé à des groupes, un groupe d'accompagnement autour des enjeux d'organisation du travail et de la commercialisation, puisque ce sont en réalité les deux fonctions, les deux métiers qui sont le plus impactés après celui du dirigeant d'entreprise par l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Effectivement, lorsque on sort d'une logique de volume, qu'on sort d'une logique où l'objectif c'est de vendre des biens, forcément ça change un petit peu le métier du commercial et ça change un petit peu celui qui est responsable de l'organisation du travail. Donc on a un groupe de travail d'une vingtaine d'adhérents qui ont fini ces parcours d'accompagnement et qui ont du coup participé à la co-création d'un référentiel métier sur le métier de commercial et de manager dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération. On a lancé également un groupe de travail sur les enjeux de la communication et de la stratégie, puisqu'on a un certain nombre d'adhérents qui sont dans ce domaine d'activité-là, et qui du coup se sont réunis pour pouvoir réfléchir à des solutions d'accompagnement et de coopération entre eux. Et on a, pour terminer, lancé une expérimentation autour du financement des solutions d'économie de la fonctionnalité de la coopération, puisque c'est une grande problématique que beaucoup de nos adhérents rencontrent. Je vous expliquerai un peu plus en détail l'économie de la fonctionnalité de la coopération par la suite, mais grosso modo, l'idée de faire reposer la valeur sur de l'immatériel, c'est très difficile de calculer un retour d'investissement sur de l'immatériel. Or, c'est ce que votre financeur privé vous demandera en particulier. De ce fait, du coup, on a lancé un groupe de travail pour pouvoir réfléchir à des solutions d'accompagnement autour des enjeux de financement. Donc, notamment avec deux structures adhérentes qui ont proposé des projets de financement, qui sont Flexink et Webpulser, et des partenaires, du coup, financeurs qui sont la BPI, l'ADEME, la région Global Vision et la NEF, qui sont en plus les intervenants qui étaient là lors de la plénière du Club Noé sur les questions de financement. Donc, c'est cette plénière-là qui a fait émerger aussi ce groupe de travail autour des enjeux de financement. Voilà pour ce tour d'actualité. Quelques dates importantes à retenir et qui arrivent prochainement. Réseau Alliance, le CJD Atémis organise le 20 mars et le 2 avril un SAS de déformation à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On ne parle pas de formation, on parle bien de déformation. C'est un changement de modèle, c'est les premiers dirigeants qui ont fait un parcours économie de la fonctionnalité nous ont dit, mais appelez pas ça un SAS de formation parce que je me sens totalement déformé. Donc voilà, on l'a baptisé comme ça. Donc si ça vous intéresse d'aller creuser sur les sujets de l'économie de la fonctionnalité de la coopération et que vous êtes dirigeant, ben voilà, je vous invite à voir Laurie Decou, qui normalement est dans la salle. Voilà. Et le CJD Lille organise aussi une plénière innovante appelée « Expérience ouverte à tous » le 4 mars, et qui consiste à faire se rencontrer le monde de l'entreprise et le monde étudiant pour construire ensemble l'entreprise désirable de demain. C'est Raphaël Faucheux qui est là, qui est référent de cet événement. Si vous voulez en savoir plus aussi, je vous invite à aller le voir. Je vais maintenant appeler les intervenants de cette plénière pour rentrer dans le vif du sujet. Donc Pauline, Julien, Sophie et Sophie. Merci. Merci beaucoup. Et Céline, qui est là aussi. Merci Céline. Pardon, je t'avais oublié. Et Céline Skavenek. Qu'on peut applaudir aussi. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez déjà, chacun, les uns les autres,
très très rapidement dire votre nom, prénom et l'activité. Céline Skavenek, bonjour à toutes et à tous. Je suis la fondatrice de Niji, solution zéro déchet pour la restauration livrée ou à emporter. Bonsoir à tous, Sophie Le Tartre, donc moi je m'occupe des sujets d'innovation sociale chez Réseau Alliance. Bonsoir à tous, donc Julien Druyon, cofondateur de Préos, intervenant santé et prévention en entreprise. Bonjour à tous, Pauline Dehec, donc j'ai créé Mademoiselle Biloba qui propose des ateliers pour apprendre à faire ses propres cosmétiques soi-même, ainsi qu'une boutique dans le Vieux-Lille autour de la cosmétique naturelle et maison. Merci beaucoup. Donc, comme vous le voyez, on a des structures économiques qui ont des domaines d'activité très très différents et qui ont la particularité d'avoir intégré très très rapidement les concepts des nouveaux modèles économiques. Alors, avant de creuser un peu votre expérience, je me permettrai de définir un peu les termes de ce qu'on va aborder ce soir, de nouveaux modèles économiques. Peut-être pour commencer, savoir ce qu'on met derrière ce terme, il va falloir qu'on parle de c'est quoi un modèle économique. Pour nous, un modèle économique, c'est le concept qui nous permet de penser quel est le processus de création de valeur. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'il y a de la valeur et comment on la produit. Du coup, le terme de nouveau modèle économique, ça veut bien dire qu'on pense différemment ce qui a de la valeur et comment on la produit. Et c'est nouveau par rapport au modèle économique reposant sur une logique industrielle, une logique de volume. C'est-à-dire que dans le modèle industriel, ce qui a de la valeur, ce sont des choses qui sont mesurables, qui en général sont plutôt matérielles. Nous, dans ce qui a de la valeur, c'est justement pas ça. Il y a plein de choses qui ont énormément de valeur qui ne sont pas mesurables. Ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas les évaluer. Et c'est forcément si on pense différemment la valeur, et j'ai oublié de vous dire que d'ailleurs, il n'y a que le travail, selon nous, qui crée de la valeur. Donc forcément, si vous changez la manière dont vous pensez la valeur, vous êtes obligé de changer la manière dont vous pensez le travail. Donc c'est tout ça qu'il y a derrière la question de modèle économique, c'est pas juste la manière dont on crée de la rentabilité, en réalité. L'organisation du travail, ça fait partie de la question du modèle économique. Le modèle de gouvernance, ça fait partie du modèle économique, etc., etc. Et donc du coup, dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, pour que vous ayez des exemples un peu concrets en tête, un imprimeur, moins il imprime, plus il est rentable dans notre modèle. Un chauffagiste, il va arrêter de vendre des chaudières, il va plutôt essayer de s'associer avec d'autres acteurs pour vendre des solutions de performance énergétique et de confort. Un centre d'appel, il va devenir un apporteur de solutions pour lutter contre la désertification médicale, etc., etc. Donc ce n'est pas des petits changements. Et encore une fois, c'est la valeur qui est au centre de tout. C'est-à-dire qu'on considère vraiment qu'il faut d'abord mener le combat autour de la question qui est assez importante finalement, mais qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans ce que je produis? Et du coup, on va voir un petit peu que nos acteurs qui sont ici présents, ce qui a de la valeur, ce n'était pas du coup des choses très très matérielles. Dès le départ, c'est déjà une logique très servicielle. Donc, des fois, dans les mots qu'on emploiera, la logique servicielle, c'est ce qui relève de l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, et l'oppose le plus souvent à la logique industrielle. C'est des caricatures un petit peu, mais ça permet de pouvoir penser les différents termes. On va du coup commencer avec les intervenants de ce soir. Et du coup, on va commencer avec Céline. Céline, est-ce que tu peux aller du coup présenter davantage ton activité plus en détail? Alors en quelques mots, pour présenter ce que je fais, nous avons tous certainement l'expérience d'acheter un repas à emporter de temps en temps, ou bien de se faire livrer des repas à domicile ou en entreprise également. Aujourd'hui, en 2 clics, tout ça est très simple. Et le marché de la restauration nomade, donc à emporter ou en livraison, se développe considérablement. Alors c'est très bien, ça crée de nouvelles opportunités économiques pour de nombreux acteurs, mais c'est un gros inconvénient, c'est la production d'emballages jetables, puisque sur ce marché de la restauration nomade, on s'appuie essentiellement sur des contenants qui sont des barquettes, plastique, carton ou d'autres matériaux, mais qui sont à usage unique. Et l'objectif
du projet de Niji a été d'essayer d'apporter une solution zéro déchet et donc de dire stop au tout jetable, de remplir la fonction contenant alimentaire, mais en produisant beaucoup moins de déchets. Et donc on est parti sur l'idée de la lunchbox lavable, réutilisable et consignée. Alors en quelques mots, comment j'ai construit ce projet. J'ai pu bénéficier de l'accompagnement de l'accélérateur REV 3 après une période d'incubation qui m'amène aujourd'hui à vous présenter cette solution zéro déchet qui s'appuie sur un produit et des services. Le produit, le voici. C'est une lunchbox lavable qui est constituée de contenants de 500 ml ou 800 ml pour répondre à une plus grande diversité de plats à servir. Et ces petits contenants se superposent les uns sur les autres, comme les bento japonais. On s'est beaucoup inspiré de ce qu'on peut voir en termes de design en Asie. Elle est éco-conçue puisqu'elle est monomatériau et donc elle a une solution, on a pensé à sa fin de vie et à sa recyclabilité dès le départ. Elle est en matériaux biosourcés, donc c'est non seulement une alternative au jetable, mais c'est aussi une alternative au plastique pétrochimique, parce qu'on se disait qu'aujourd'hui, on doit penser aussi cette question des matériaux. Et enfin, elle est fabriquée à Tourcoing. Donc c'est vraiment du made in local. Voilà pour le produit. Il peut être un support de personnalisation. Donc là, j'ai montré quelques exemples. Le couvercle peut recevoir le logo du client, de l'organisateur, de celui qui les met en circulation, donc sur le couvercle ou à travers un élastique. Donc ce produit, si j'étais restée avec ce produit dans un modèle économique classique, je ne sais pas quel mot il faut employer, mais vous comprenez que c'est la logique de volume qui assure la rentabilité de l'entreprise, c'est-à-dire plus je vais en vendre et plus je vais bien gagner ma vie. Et donc on s'est aussi attaché principalement à la logique de service qui fait de cette petite lunchbox une véritable alternative au jetable. Et c'est comme ça qu'on a mis en place un service innovant qu'on a appelé Eat and Back. C'est le nom d'une appli de consigne numérique. Pour mes clients qui font à manger et qui ont un besoin quotidien de contenants pour livrer leur repas, pour mes clients, Eat and Back, c'est d'abord et avant tout un gros logiciel de gestion de stock. Parce que la nouveauté, quand on arrête de faire du jetable au quotidien, c'est qu'il va falloir gérer les boîtes propres disponibles, celles qui sont parties avec leurs clients et qui vont revenir. Et quand elles reviennent, il faut les laver avant qu'elles soient de nouveau disponibles. Donc d'abord, c'est une application de gestion de stock adaptée à ce type de produit, adaptée aux contenants alimentaires durables. C'est aussi le support d'un service de consigne numérique. Parce que vous connaissez peut-être les systèmes de consigne des gobelets. C'est très répandu dans les festivals et c'est d'ailleurs une des sources d'inspiration pour moi pour créer cette entreprise. J'ai connu les festivals avec des gobelets jetables. Et maintenant, on est bien content d'avoir des éco-cups. Depuis une quinzaine d'années, ça s'est fortement développé. Et donc, on sait qu'à la buvette, on consigne 1 € son gobelet et qu'on récupère son euro à la fin. Sauf que 1 € pour une lunchbox qui coûte beaucoup plus cher, ça peut pas fonctionner. Et avec un prix de consigne qui est aussi élevé que le prix d'achat du repas, ça peut être un frein. Donc là, l'idée, c'est vraiment de dire au client final, donc le client de mon client, puisque mon client est le restaurateur, le client de mon client s'abonne à l'appli Eat and Back et qui lui permet de consigner sa lunchbox. Donc on sait qu'il est parti avec une lunchbox. Il a un temps donné, 1 semaine ou 10 jours, selon les restaurants. Ça fait partie des paramètres qu'on voit ensemble. S'il joue le jeu, il la ramène en temps et en heure. À ce moment-là, il n'est pas débité du prix de la consigne. Et c'est uniquement s'il ne la ramène pas, il a peut-être besoin de remplacer ses vieux Tupperware, donc il veut la garder. À ce moment-là, il la paye. Donc il sera débité de la consigne. Mais l'idée, c'est d'encourager au geste éco-responsable et donc on ne paye pas quand on joue le jeu. C'est aussi un support d'information, de sensibilisation au zéro déchet. Ça peut être un outil de ce qu'on appelle une gamification, c'est-à-dire que pour enrôler le client, on peut lui dire aussi que
il va jouer, il va atteindre un score de quantité de CO2 évitée. Et quand il a atteint ce score, eh bien, on lui offre le dessert ou il a 10% sur le prochain repas. Donc, il devient infidèle de ce restaurant parce qu'il sait que grâce à cette solution zéro déchet, il va aussi avoir non seulement contribuer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, à réduire nos déchets, et il va avoir envie de revenir dans ce restaurant. Donc c'est aussi un outil de sensibilisation autour de ce qu'on peut appeler une petite calculette carbone, puisque grâce à un travail qui est actuellement en cours avec le CD2E et la plateforme Avenir, on réalise une analyse en cycle de vie fonctionnelle de l'ensemble de ce service qui me permet de convertir l'utilisation de cette lunchbox en quantité de déchets et donc de gaz à effet de serre évité par rapport à l'utilisation au quotidien des barquettes jetables. Voilà. Donc voilà en quelques mots comment ça fonctionne, le service Eat and Bag qui nous permet de nous passer des emballages jetables. Merci beaucoup. Du coup, j'évoquais tout à l'heure C'est vrai qu'on peut l'applaudir. Du coup, par rapport au dispositif d'accompagnement auquel tu as participé, donc c'est un dispositif d'accompagnement sur lequel on reviendra. Sophie Le Tartre de Réseau Alliance nous expliquera plus en détail par la suite en quoi il consistait. Mais grosso modo, du coup, un accompagnement nouveau modèle économique. Pourquoi on se lance dans un accompagnement sur les nouveaux modèles économiques? Qu'est-ce qu'on vient y chercher? Et quelles en sont les raisons? Alors, moi, je dois dire que j'avais d'emblée cette idée d'avoir une solution zéro déchet et de la vendre comme telle, mais j'avais besoin de cet accompagnement et donc au nouveau modèle et à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération pour mieux structurer mon argumentaire commercial vis-à-vis de mes clients. Et cet accompagnement m'a permis justement, d'une part, de conforter mes intuitions, m'a aidé à mieux les formaliser. Et donc, dans cette meilleure formalisation, de dire très précisément ce qui a de la valeur et pour qui. Donc, c'était encore un peu confus pour moi de savoir justement à quel moment on est sur je réponds à ma promesse client et à quel moment qu'est-ce qui se vend dans ce que je propose et comment ça se vend. C'est quand même assez nouveau et donc le parcours m'a permis ça, m'a aidé à prendre du recul sur ce que je voulais proposer et m'a surtout aidé à travailler sur l'ensemble de mes parties prenantes pour pouvoir identifier précisément qu'est-ce qu'on demande à qui. Quel est le petit effort que chacun peut faire pour que l'ensemble du système fonctionne? Puisque, vous l'aurez compris, il y a ce que nous, on propose, mais pour que ça tourne, il faut la coopération de nombreux acteurs. Il faut la coopération du client, il faut qu'il en parle à ses clients, à lui, donc il faut impliquer aussi ses clients. Et puis, chez mon client restaurateur, il y a là aussi une diversité d'acteurs. C'est pas la même personne, et c'est celui qui vend, et donc qui va parler et proposer l'offre, celui qui réceptionne et qui assure le back-office, c'est-à-dire concrètement laver, stocker, gérer l'appli. Donc voilà, il y a plusieurs parties prenantes qui n'existent pas quand on est dans une économie linéaire, avec des emballages jetables qui ne font que sortir, parce que on ne s'est jamais préoccupé de ce qui se passait une fois que la barquette était à la poubelle. Mais il y a pourtant beaucoup d'acteurs qui interviennent après pour s'occuper de ce qu'il y a dans la poubelle. Mais bon, ça, c'était en dehors du marché jusqu'à présent. Là, on évite d'aller dans la poubelle, mais on fait intervenir l'ensemble de mes parties prenantes. Et je le formule aujourd'hui comme tel grâce à ce regard collectif sur cette offre. Très bien. Du coup, je note que l'un des déclics aussi que tu as eu dans ce parcours repose en grande partie sur la coopération, ce qui me permet moi aussi de définir le terme que j'aurais dû définir en introduction parce que ça fait partie des
des concepts clés de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On définit la coopération comme la capacité à prendre les contraintes des autres dans son propre travail. Donc ça va dans les deux sens. Il faut aussi que les autres prennent aussi vos contraintes dans leur propre travail. Et c'est ce que tu expliquais du coup. C'est les petites choses que chacun doit faire et intégrer pour pouvoir que ça marche. Qu'on sorte de cette logique un peu de marché. Donc tu parles aussi de l'évolution de ton offre. Pourquoi tu n'es pas resté dans un mode, entre guillemets, classique où tu as un beau produit, une belle lunchbox comme ça qui aurait pu juste être louée, puis on essaie d'en louer un maximum. Pourquoi Pourquoi ? Parce que dans ces cas-là, je suis confrontée à de nombreuses questions. Et je n'ai pas réponse à tout si je n'implique pas justement toutes ces parties prenantes. Oui, la location, ça peut marcher, effectivement. La vente, d'ailleurs, des lunchbox, ça peut marcher. Parce qu'il y a un marché. Il y a des gens qui, au quotidien, utilisent une lunchbox, qui sont déjà sensibilisés, qui ont envie d'utiliser ce produit, et donc qui vont l'acheter en magasin, s'ils le souhaitent, pour l'utiliser. Et ça, c'est tout à fait possible. Mais on reste sur, je reste sur un marché cible qui est déjà sensibilisé, je dirais quand même, aux gestes éco-responsables. Moi, j'avais envie d'avoir une approche le plus grand public possible. La location, simple, ça peut marcher aussi. Je l'ai testé sur de l'événementiel, oui, ça marche. Voilà. Mais l'enjeu, c'est vraiment la location permanente, finalement. Si on veut avoir le plus grand impact possible sur nos réductions de gaz à effet de serre, nos réductions de déchets, si vraiment ça, c'est la mission, et je reviens encore à cette mission primordiale, dans ces cas-là, il faut que ça soit du quotidien, il faut que ça soit récurrent. Et donc j'en arrive à un modèle de location permanente. Donc mon client, je ne vais pas lui proposer d'acheter pas forcément d'acheter des lunchbox, mais de me louer. Et donc il va s'abonner pour un abonnement mensuel à un jeu de 200 lunchbox en permanence dans son service. Mon appli Eat on Back permet de gérer le stock, donc je peux faire le réassort. Je sais combien de boîtes ont disparu parce qu'elles ont été gardées par les clients, donc on a prélevé la consigne. Combien de boîtes sont abîmées, doivent sortir du service, parce que ça arrive aussi. Et donc, tous les mois, il a 200 lunchbox dans son service et il me loue de manière permanente ce service. Et donc tous les mois, il a aussi sa petite calculette CO2 qui lui dit, grâce à ce système, voilà le geste, voilà l'impact carbone concret que vous avez produit, vous et vos clients. Parce que c'est vraiment en permettant à mon client de parler à ses clients, c'est là qu'il y a de la valeur. Et donc si j'étais rester sur un modèle simple de location, j'avais pas cette relation avec le client final, alors que finalement c'est lui qui va être demandeur. Imaginons, le client final, c'est une entreprise, une de vos entreprises. Vous commandez des plateaux repas à un traiteur pour une réunion le midi, et vous avez ce besoin-là récurrent pour vos formations, pour 3-4 fois par mois, voire plus, que sais-je. C'est intéressant pour votre bilan RSE de pouvoir dire, on a choisi un traiteur qui fonctionne avec Eat on Back, voilà la quantité de CO2 évitée. C'est concret, c'est un vrai chiffre qui est validé par, scientifiquement, par le CD2E, les gens qui sont experts dans ce domaine-là. Et donc, ce chiffre-là, il a de la valeur. Et donc, il va permettre à mon client restaurateur d'avoir des clients qui vont venir pour ça aussi. Merci. Et dernière question avant de passer la parole à Sophie. Est-ce que tu peux nous dire ce qui est difficile et ce qui est facile aussi à mettre en place quand on s'inscrit dans cette logique de nouveau modèle économique ? Alors, je n'ai jamais créé d'entreprise avant, donc je resterai assez prudente. Je suis partie d'emblée sur ce modèle, donc je ne sais pas si c'est plus facile ou plus difficile. Je sais que c'est difficile. Voilà, je sais que c'est difficile. Moi, j'ai le sentiment quand même que au début, il faut ramer.
et pour avoir échangé avec un certain nombre de personnes ici qui ont eu des expériences avant moi sur d'autres produits. Voilà, les premiers clients, l'acquisition clientèle au démarrage, compte tenu de l'aspect innovant de cette solution, ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, je me dis peut-être naïvement que si j'étais une entreprise classique aussi à côté, j'aurais quand même des entrées en trésorerie, un peu de chiffre d'affaires, un petit tapis comme ça tous les mois qui me permettrait d'attendre de gagner mes gros clients qui vont adorer mon système, mais que j'ai encore besoin de convaincre. Donc je ne sais pas si c'est plus facile ou plus difficile. Je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile, mais c'est bien parti, en tout cas. Et je voudrais aussi, un dernier mot, faire un petit clin d'œil à Jean-Michel Lehambre, qui connaît bien le projet, parce qu'il m'accompagne depuis longtemps. Et je sais que ce qui est très inspirant, en fait, parce qu'on a besoin, quand on crée une entreprise, d'être accompagné par des coachs, des mentors. Enfin, ça fait partie aussi moi, en tout cas, j'en ressens ce besoin-là. Et quand je lui ai parlé, c'était il y a longtemps déjà, de mon idée. Alors ça s'appelait pas calculette carbone et c'était pas formulé de manière aussi claire et bien argumentée qu'aujourd'hui. C'était l'intuition du truc, quoi, que ça pouvait avoir un intérêt de faire comme ça. Il m'a montré un exemple d'une facture pour un de ses clients, sur lequel était indiqué aussi, sous cette forme-là, clairement, le bilan carbone. Tu t'en souviens de ça? Et là, je me suis dit, waouh, voilà une entreprise bien installée qui a plus ses preuves à faire, qui n'est pas comme moi, à démarrer. Il le fait, donc c'est que ça vaut le coup, c'est qu'il y a un truc. Et donc, je pense que les entreprises qui prennent le tournant de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération en partant d'un autre modèle ont aussi un rôle vraiment inspirant, y compris pour les gens qui sont en création d'entreprises, même si on est d'emblée sur ce modèle-là. On ne part pas complètement d'une feuille blanche quand on voit des choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour. Il faudrait applaudir, effectivement. Je passe du coup maintenant la parole à Sophie Le Tartre, du coup, qui travaille à Réseau Alliance, qui a co-animé ce dispositif d'accompagnement. Sophie, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce dispositif d'accompagnement? Qu'est-ce que vous leur avez fait à ces jeunes entrepreneurs pour que ça sorte de tels résultats? Alors pour la petite histoire, on a lancé les sujets des nouveaux modèles économiques chez Réseau Alliance il y a quelques années, avec donc l'économie de la fonctionnalité, de la coopération avec Simon à l'époque, et puis quelques temps plus tard l'innovation sociale. Et on s'est dit, est-ce qu'on coopérerait pas entre nous pour imaginer justement un parcours qui puisse allier ces deux nouveaux modèles économiques qui ont beaucoup de choses en commun et aussi beaucoup de complémentarité. Et si on le fait, est-ce qu'on ne le ferait pas auprès des jeunes entrepreneurs? Donc on a tenté l'expérience, il se trouve que ça a plutôt bien marché. Donc là, on est lancé dans cet accompagnement-là. L'idée, c'est de se dire que finalement, alors nous, on s'est posé la question, est-ce qu'en les prenant dès le démarrage, ça va être plus facile? Est-ce que du coup, ça va aller plus vite? Et est-ce qu'on pourra atteindre cette espèce d'objectif et cette peut-être utopie de se dire que demain, l'économie responsable sera la norme et que toutes les entreprises auront en tout cas cette vision-là de l'économie? Ça, on verra. Donc on est parti sur un accompagnement à la fois collectif et individuel. Donc on crée des groupes de 10 qu'on essaye assez mixés en termes d'âge, de profil, d'expérience professionnelle et de projet. Le collectif a une réelle importance puisqu'on fait assez peu de descendants, on fait pas mal travailler ensemble finalement. L'effet miroir, etc., il est toujours assez intéressant.
Et alors, on a essayé sur 3 demi-journées d'ateliers collectifs d'aborder un maximum de choses autour de l'EFC et puis de l'innovation sociale. Et donc, on va les faire un peu repartir sur des bases. Alors, on va travailler sur tout ce qui est vision, mission, proposition de valeur et puis offre. Comment est-ce que je décline mon offre? Tu parlais tout à l'heure de la mission. Ça, c'est marrant parce que c'est quelque chose, dans les promos, les jeunes entrepreneurs arrivent. Alors, pour vous donner un peu le profil, ils sont soit non créés, soit créés depuis 2 ans, à peu près, grand maximum. Et donner leur mission en une phrase, c'est quelque chose qu'en général, ils ne savent pas faire. Alors, sauf s'ils ont eu un accompagnement spécifique là-dessus. Mais donc déjà, ça, c'est un socle qu'on va essayer de fonder avec eux. De les amener, comme tu disais, à se dire, moi, mon but, c'est pas de vendre des lunchbox, c'est de lutter contre les déchets ou de provoquer un monde zéro déchet. Enfin bon, après ça, chacun a sa formulation. Donc voilà, on va vraiment travailler sur ce fondement de l'entreprise. Et puis après, on va pas mal bosser sur l'écosystème, puisqu'effectivement, quand on se donne cette ambition de faire de la région une région zéro déchet, tout seul, ça va être un petit peu compliqué. Donc on va essayer de leur élargir leur écosystème. Comment est-ce qu'on sort aussi le jeune entrepreneur des partenaires très liés au démarrage de l'entreprise, donc les acteurs de la création, les premiers financeurs, etc. Et comment est-ce qu'on va les faire prendre du recul sur tous les acteurs du territoire et ensuite imaginer les meilleures coopérations possibles. Et puis, on les challenge pas mal sur ce qu'ils apportent au territoire. Quand on entreprend, quelle que soit la manière et quel que soit le sujet sur lequel on entreprend, on apporte forcément quelque chose à son territoire et à ses acteurs. Donc là-dessus, on va pas mal les titiller aussi pour révéler ça. Et on clôt le parcours par tout ce qui a trait au modèle d'affaires, où là, justement, pour les embarquer dans une logique qui ne soit pas une logique de volume, on va les inciter à réfléchir sur des nouveaux modes de facturation. Peut-être que vous pourrez en parler aussi, mais sur des sujets comme tout ce qui va être les coûts évités. Donc ça rejoint grosso modo le partage de la valeur. Comment est-ce que quand j'apporte quelque chose à une entreprise et qu'elle réalise une économie, cette économie peut aussi être partagée et donc un mode de rémunération dans mon modèle d'affaires. On essaye de lever certains freins. Typiquement, ce sujet des coûts évités sur le modèle d'affaires, ça peut faire peur, surtout quand on a envie de se lancer et qu'on a besoin de signer des clients et d'être justement dans cette logique-là. Donc, on essaye de lever quelques freins aussi là-dessus. Et puis, on les accompagne aussi de manière individuelle, donc entre chaque atelier. Et puis, à la fin du parcours, on propose un système de parrainage. Justement pour garder aussi ce volet nouveau modèle éco, parce qu'on sait que après les entrepreneurs, dans leur vie d'entrepreneur, ils vont rentrer dans des réseaux, ils vont avoir des mentors, ils vont rentrer dans des structures d'accompagnement, etc. Et comme il n'y a pas tant que ça d'acteurs, donc je passe un message aussi, formés sur les nouveaux modèles éco, le fait de pouvoir trouver un parrain ou une marraine, ça va vraiment permettre de faire perdurer le sujet. Et donc on espère qu'on ne va pas les perdre en route et qu'ils vont continuer à se développer dans ce sens. Très bien, merci beaucoup. Petit retour par rapport à ce que Céline vient de présenter. Pour toi, qu'est-ce qui a changé qu'est-ce que tu retiens du retour d'expérience et voilà, du parcours qu'a réalisé Céline? Alors Céline est arrivée avec un projet qui était déjà bien costaud. Effectivement, tu sortais de l'accélérateur F3. Et donc je te rejoins vraiment sur la formalisation. En fait, on remarque que les entrepreneurs qui postulent, le process est tout simple, ils postulent via un questionnaire en ligne et puis nous on sélectionne 10. Bon, il y a 10 places, donc il faut en sélectionner 10. Je pense que le point commun quand même, c'est d'avoir envie d'entreprendre autrement. Ça, c'est un vrai point commun. Et donc le parcours va effectivement les aider à formaliser. Formaliser son envie, formaliser son discours, qui soit le discours commercial ou le discours marketing, écrire sa mission et se dire bah oui en fait j'ai cette intuition, j'ai envie de faire les choses un peu différemment et c'est pas juste un rêve ou c'est pas quelque chose, je suis pas dans ma bulle. Mais c'est quelque chose qui est faisable, qui existe et qui peut être extrêmement structurant pour mon projet. Je pense qu'effectivement, le volet formalisation est assez fort sur des profils notamment comme
comme Céline, c'est vrai que dans la promotion, tu es arrivé, toi, vous étiez 2-3 arrivés avec des projets qui étaient quand même construits, costauds, bien avancés. Très bien, merci beaucoup. Parce que pour conclure sur l'exemple du coup de Niji, ce que je vois aussi, c'est que comme on voyait en début de plénière, la valeur, elle repose beaucoup moins en tout cas sur la box que sur les enjeux finalement de l'écosystème, l'animation de l'écosystème pour essayer d'avoir quelque chose de plus optimal d'un point de vue environnemental, mais aussi sur la gestion tout simplement des consommables en interne, etc. Et je trouve que du coup, en déconnectant la valeur de ce bien-là, parce que dans le modèle classique industriel, c'est ce qui est plus facile, hein, ce qui est plus facile. Potentiellement, on fait une belle box, on sait combien ça coûte, ça produit, etc. Si j'en loue autant... vraiment, il y a tout qui pourrait tirer quand même à aller vers ce sens-là, tu n'y vas pas. Et potentiellement, on voit aussi jusqu'où ça peut aller en termes de coopération, en termes de valeur et de périmètre d'activité, quoi. Le périmètre d'activité est beaucoup plus large que si tu étais simplement une locatrice, entre guillemets, de box. Un grand merci encore pour cet exemple. On va passer maintenant à encore une structure qui vend des biens, et puis on terminera avec une structure qui est totalement là dans l'immatériel, entre guillemets. Donc on va voir un petit peu du côté de Mademoiselle Biloba. Pauline, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail du coup l'activité de Mademoiselle Biloba? Oui, alors ça va être moins structuré, hein, j'ai pas prévu de slide. Donc j'ai créé Mademoiselle Biloba il y a 3 ans maintenant, qui a une double activité, donc qui propose à la fois des ateliers pour apprendre à réaliser ses propres produits cosmétiques. Donc quand je dis cosmétique, parce que ça peut faire très féminin, mais en réalité ça concerne tout le monde, parce que je pense qu'aujourd'hui tout le monde se lave, tout simplement. Ça va concerner tout ce qui est gel douche, shampoing, crème, ça passe du rouge à lèvres en passant par la crème visage ou le dentifrice, donc ça concerne vraiment tout le monde. Et l'objectif, c'est d'apprendre à faire les choses par soi-même à partir d'ingrédients 100% naturels. Donc il y a cette partie-là atelier, où on propose des ateliers qui ont lieu dans nos locaux qui se situent dans le Vieux-Lille pour le grand public. Et on a aussi un espace boutique où là, on met à disposition justement tout le nécessaire pour refaire ses propres produits, pour que chacun puisse devenir complètement indépendant et apprenne une technique qu'il puisse ensuite refaire chez soi. Donc on a cette partie-là, et on a aussi une partie B2B où l'objectif, ça va être de sensibiliser les collaborateurs des entreprises à la fabrication de produits naturels sur le lieu des entreprises. Voilà, un Merci. petit peu. Ça C'est un peu aussi plus court, tout autant comme activité, j'en pouvais absolument. Même question que tout à l'heure. Pourquoi s'engager dans un dispositif d'accompagnement autour des nouveaux modèles économiques ? En fait, quand j'ai créé il y a 3 ans, c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions. Moi, mon objectif, c'était d'entreprendre, mais en même temps de faire quelque chose qui allait un peu changer le monde, et modestement. Et donc, je me suis peut-être pas formalisé toutes les questions qu'on s'est posées pendant le processus, mais en tout cas, là, c'était une entreprise, c'était pas une association, mais en même temps, mon objectif, c'était pas juste de vendre des ateliers ou juste de vendre des produits, mais c'était surtout de sensibiliser les personnes à consommer autrement. Alors, sur un domaine que je connais bien, la cosmétique, mais comme je dis, ça concerne vraiment tout le monde, la cosmétique, puisque tout le monde se lave, et tout le monde, forcément, aujourd'hui, en se lavant, rejette des produits qui ne sont pas forcément très bons pour notre environnement et pour la santé aussi. Et c'était avant tout de les sensibiliser à utiliser des choses meilleures. Et puis aussi de peut-être les éveiller, de se dire, ce que j'ai aujourd'hui dans mon placard, c'est pas forcément bon pour moi. Et du coup, je vais essayer de changer les choses, de regarder, de me poser les bonnes questions, et puis d'apprendre à faire les choses par moi-même, ou juste acheter de meilleurs produits. Donc en fait, quand on m'a proposé le parcours au réseau Alliance, je me suis dit que c'était le moyen de repositionner vraiment un peu mon offre. C'était surtout par rapport au côté B2B, parce que finalement, le côté B2B, c'est un pan de l'activité. Aujourd'hui, ça représente que 10% de l'activité de Mademoiselle Biloba, mais c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment développer, parce qu'on pense que
voilà, les entreprises qui sont engagées dans une démarche RSE aujourd'hui, elles ont à gagner à sensibiliser leurs collaborateurs à l'utilisation de produits plus naturels. Et en même temps, on a répondu à la demande, puisqu'on fait régulièrement, on intervient régulièrement en entreprise, mais c'était pas très structuré, quoi, au final. Donc ça permet de se repositionner sur sa mission, ses valeurs, et vraiment ce qu'on peut apporter aux entreprises. Un peu comme ce que tu disais, Céline, finalement. Enfin, qu'est-ce que les entreprises ont à gagner aussi à proposer ce type d'activité, on va dire, chez eux, quoi. Voilà. C'était surtout pour ça. Donc je retiens que finalement il y avait déjà une sensibilisation très forte en réalité aux enjeux du développement durable et de la RSE. C'est même un point de départ dans le projet de création. Qu'il y a aussi un projet d'élargir le périmètre d'activité, notamment dans le B2B. Et surtout ce que je vois, c'est qu'il y a, nous on appelle ça des déjà là. C'est-à-dire dans tout ce que tu nous as présenté, il y a le mot produit de cosmétique, c'est pas l'enjeu central de la valeur en réalité. C'est-à-dire qu'il y a déjà une volonté très très servicielle de dire, nous ce qu'on veut c'est changer les habitudes de consommation, c'est prendre en compte davantage les impacts autour de la santé, etc. Enfin plein de choses qui seraient totalement gommées si ton objectif était de vendre simplement des cosmétiques. Et du coup, quand on a déjà ça en tête, ça peut apporter quoi du coup un parcours sur les nouveaux modèles économiques en plus, sachant qu'on a déjà l'intuition servicielle, au fond il y a quasiment tout. Qu'est-ce que ça apporte du coup en plus quand même? Qu'est-ce que ça a provoqué, produit? En fait, comme je disais, c'était pas très structuré, même si implicitement j'avais l'impression de faire les choses, c'était quand même pas très structuré, et ça permet de se rendre compte aussi de ce qu'on fait, de ce qu'on apporte. Même si parfois on le sait déjà, mais ça permet de formaliser aussi la chose et du coup de mieux l'expliquer aussi, de mieux l'amener et peut-être aussi de mieux se faire comprendre en fait, de mieux vendre aussi ce qu'on propose. Parce que c'est vrai que parfois on peut se dire voilà, c'est juste un atelier où on apprend à faire les choses par soi-même. On est beaucoup contacté aussi comme ça en one shot. Par des entreprises qui se disent, même si c'est très bien au final de vouloir divertir entre guillemets ou proposer un peu du fun dans son entreprise, mais il n'y a pas que ça. L'objectif derrière ces ateliers, c'est de faire comprendre aux gens qu'il y a aujourd'hui une autre manière de consommer et qu'aujourd'hui on n'a plus aucun intérêt à mettre des choses qui sont nocives pour sa santé et nocives pour l'environnement. Il y a d'autres alternatives finalement. Donc c'était surtout ça. Enfin, moi, c'était un peu mieux de m'organiser aussi dans ma tête, quoi, finalement. Ok. Je repose la même question que j'ai posée à Céline. Quel problème tu penses tu aurais rencontré si tu étais dans une logique classique de vente de cosmétiques, quoi? Ça aurait posé quoi comme problème pour toi ou pour ta structure? Tu veux dire de vente de cosmétiques pur et dur? C'est ça, sans atelier nécessairement à côté de sensibilisation, sans avoir une idée que ta proposition de valeur, en réalité, c'est de changer les modes de consommation, les habitudes de consommation. Dire, ça, on le met de côté. Si ta boîte consistait à vendre des cosmétiques, quel type de problème tu aurais rencontré à ton avis? Pour toi ou ta structure? En fait, moi, juste avant de créer Mademoiselle Biloba, je travaillais pour une grosse boîte de cosmétiques et je me suis occupée du lancement au Canada de cette marque-là. Et justement, en fait, c'est ça qui a été le déclic de la création de Mademoiselle Biloba. C'est que j'étais devant une grande assemblée comme ça et je formais des dermatologues, des pharmaciens aux produits de la marque, donc qui est quand même une marque bien installée, une grosse marque française. Et en fait, il y a une personne qui a levé la main et qui m'a dit « Ah, mais... vos produits, c'est bien, mais ce que je comprends pas, donc c'est recommandé par tous les dermatologues, etc. C'est présent dans 70 pays dans le monde, ça vient de France, donc forcément, ça a toujours une bonne presse. Mais en même temps, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi il y a des dérivés pétrochimiques dans vos produits. Et là, ça a vraiment fait tilt en moi, parce que au final, je le savais, enfin, je savais très bien ce que je vendais, entre guillemets, mais je me suis dit, bah oui, pourquoi en fait on vend ça, quoi. Enfin, tout simplement, je me suis dit, mais ça n'a ni queue ni tête, en fait, d'essayer de convaincre les gens à consommer ça, alors que
c'est ni bon pour eux, ni bon pour la planète. Donc voilà le type de problème que j'aurais pu avoir finalement si j'avais continué à vendre, ou travailler pour une marque de cosmétiques, on va dire classique, enfin pas classique, mais chimique même plutôt. Voilà. Très bien. Et dernière question, la même que tout à l'heure, c'est que voilà, en quoi c'est facile d'aller dans un nouveau modèle économique et qu'est-ce qui est difficile à mettre en place? C'est un peu comme Céline, hein, c'est ma première boîte, donc je dirais que en fait, c'est pas que c'est facile dans le sens où pour moi c'était tellement intuitif et c'était tellement logique que je me suis pas trop posé la question. Après, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on pourrait, moi, je pourrais très bien acheter des produits et puis continuer à les revendre et puis sans me poser la question de ce qu'il y a dedans. Mais au final, c'est vrai que c'est toujours un peu plus difficile de bousculer quelque chose qui est déjà établi finalement. Même s'il y a beaucoup de choses qui vont dans notre sens aujourd'hui, je pense que tout le monde se pose la question de ce qu'il mange, de ce qu'il met sur lui, de ce qu'il achète, etc. Mais ouais, c'est pas toujours facile de bousculer un peu les codes finalement. C'est sûr. Merci beaucoup. Voilà. Il faut la réapplaudir. Je vais repasser la parole à Sophie. C'est un mode d'évaluation que je vous conseille parce que l'évaluation, la valeur dans notre affaire, vous l'aurez compris, elle est très subjective quand même. Il n'y a pas de valeur en soi. Et je vous disais aussi que la valeur, une bonne partie de la valeur, elle ne se mesure pas, mais elle peut s'évaluer. Voilà un mode d'évaluation qui est possible, c'est de demander à une personne ce qu'elle a perçu, que ça lui a apporté ces nouveaux modèles économiques, puis demander à une autre personne ce qu'elle pense que ça a produit. Et la confrontation des deux, ça c'est une évaluation. C'est pas de la mesure, mais on évalue plein de choses comme ça. Du coup, Sophie, qu'est-ce que tu vois un peu du parcours de Pauline dans le dispositif d'accompagnement? Alors je vais mettre un mot un petit peu plus technique et un peu plus nouveau modèle éco, notamment sur ce que tu as partagé au début. Je pense qu'il y a un point sur lequel tu as beaucoup avancé en fin de parcours, c'est sur toute la notion d'immatériel et tout ce qui va être connaissances et compétences. C'est vrai que dans l'activité B2C, ça peut paraître un petit peu plus compliqué de rentrer dans la logique nouveau modèle économique. Dans l'activité B2B, parce qu'elle est en formalisation et en développement chez vous, vous êtes dans une logique de vous dire on va réussir à faire la bascule plus facilement, mais je trouve qu'un point qu'on avait abordé au dernier rendez-vous individuel ensemble, justement, c'était de dire comment est-ce que je suis pas juste une commerçante, mais comment je suis d'abord et avant tout une experte dans mon sujet, sur mon projet, et ça, comment est-ce que je vais réussir à le vendre alors mieux à mes clients B2C, mais aussi dans mon offre B2B. C'est vrai que ça pourrait paraître pas si cohérent ou pas si simple que ça de vendre des ateliers cosmétiques à des entreprises. Qu'est-ce qu'elles vont faire de ça, les entreprises? Alors qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent derrière. Et donc, comment est-ce qu'on mesure et comment est-ce qu'on fait ressortir dans une offre commerciale plutôt, tout ce qui se passe derrière, tout ce que ça peut provoquer et qui doit faire appel du coup à tes compétences et à tes connaissances à toi, qui ne sont pas celles de quelqu'un d'autre qui pourrait faire un métier un peu similaire. Et donc, comment est-ce que ça va te permettre de construire ton offre entreprise et du coup, d'être dans une logique de... Il y a une entreprise qui se pose la question d'améliorer la santé de ses collaborateurs et aussi de diminuer son impact environnemental, et elle peut travailler avec moi. Et elle peut travailler avec moi sur le long terme, pas juste une fois par an pour la fête de Noël du boulot, mais je peux aussi, moi, être... plus qu'une commerçante et l'accompagner vraiment sur ces sujets-là. Donc ça, c'est un peu je trouvais le sujet assez intéressant. Donc voilà, immatériel, connaissance, qu'on avait pas mal travaillé au dernier atelier. Merci beaucoup. On va passer du coup maintenant au dernier intervenant. Alors le premier groupe pensera que je suis galant et le deuxième pensera que je fais passer meilleur pour la fin. Je vous laisse choisir du coup votre groupe. Julien, du coup c'est pareil, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail ton activité? Donc on est deux ostéos en fait à la base de la création de Préos du coup, donc ostéopathe et Sébastien qui est donc avec moi là ce soir et qui lui aussi est en plus ergonome. En fait, on est parti d'un constat, c'est que nous, en tant qu'ostéo, malheureusement, on récupérait les patients au cabinet quand il était trop tard.
C'est-à-dire qu'on récupérait les patients quand ils avaient des pathologies déjà bien établies, des TMS qui étaient déjà bien établis. Et on avait des retours aussi des patients, parce qu'en fait, je vais commencer déjà, je vais me structurer, je vais déjà expliquer un peu ce qu'on fait. En fait, voilà, la mission, je vais essayer d'appliquer les consignes. En fait, avec Preos, donc on a plusieurs volets d'intervention. On fait de la formation d'entreprise sur la prévention des risques professionnels, sur la prévention des TMS, des RPS. On forme un peu les gens donc, aux bonnes pratiques. Il y a tout un pôle aussi de cabinet d'analyse ergonomique. Donc que ce soit sur la correction des bureaux, que ce soit déjà dès la conception, ça nous arrive de travailler avec des constructeurs. Donc c'est-à-dire qu'on forme l'individu à son environnement de travail. On peut aussi adapter via l'ergonomie l'environnement de travail à l'individu et à ses missions. Et si malgré tout ça, il y a toujours une problématique qui est présente, via l'ostéopathie, on peut réussir à réguler pas mal de troubles. On organise aussi des journées, enfin des événements, des animations santé, bien-être en entreprise avec un travail collaboratif avec des équipes pluridisciplinaires, des psychologues du travail, des kinés, des sophros. Voilà, on propose vraiment, en fait, l'idée, c'est de proposer justement pour la mission. Je suis le cap. La mission, du coup, on est surveillé. On avait nos 2 coachs qui nous ont suivis et elles nous remettaient dans le droit chemin régulièrement. Donc l'idée, c'est de proposer en fait un partenariat vraiment santé, plutôt que donc sur du long terme, plutôt que de proposer en fait de la formation justement ponctuelle ou juste des consultations ostéo ponctuelles. Il y a plein de boîtes qui existent, qui proposent par exemple des séances de massage aux salariés sur les heures du midi. Le seul problème, c'est que une fois que les masseurs sont partis, les problèmes restent là. Donc en fait, il n'y a pas grand intérêt en fait, à appliquer ce genre d'action s'il n'y a pas un travail qui est pris dans la globalité. Et c'est un peu notre philosophie en fait, en tant qu'ostéo, c'est de prendre le patient dans sa globalité pour essayer de chercher d'où vient le problème. Et on s'est dit que quand on allait créer Preos, en créant Preos, on voulait partir de justement ce principe de globalité, de prise en charge de l'entreprise et d'essayer de voir en fait avec toute la population, tous les acteurs de l'entreprise, en fait, essayer de diagnostiquer, de faire un petit audit en interne, de comprendre d'où vient le problème et pour justement proposer une solution adaptée. L'avantage d'avoir participé au parcours, c'est que justement, en fait, à la base, on allait partir, en fait, on allait faire tout ce qu'on voulait pas. C'est-à-dire qu'on allait partir sur justement faire un catalogue de formation et puis faire un peu comme tout le monde. Et ce qui n'est pas du tout le but. Le but pour nous, c'est vraiment de proposer en fait des solutions personnalisées aux entreprises pour avoir un maximum d'efficacité. Voilà un petit peu la genèse aussi du coup sur la belle présentation de valeur. Ça veut dire qu'on peut avoir une activité de service et dans une logique classique industrielle potentiellement. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris de ton retour, tu avais une possibilité de continuer à faire du one-shot et tout faire pour faire du one-shot en quantité. Ouais, mais après, justement, on l'a pas fait parce qu'on sait très bien que concrètement, ça marche pas. Sur du long terme, c'est pas possible. Encore comme je disais tout à l'heure, si on fait juste de la formation, mais qu'on soigne pas le problème à la base, ça va certes améliorer les choses, mais on n'aura pas une efficacité. L'efficacité sera moindre en fait. Et l'idée, c'est vraiment de proposer un accompagnement qui dépasse le cadre justement de l'intervention ponctuelle. C'est justement d'avoir une efficacité qui est beaucoup plus importante que la formation, vraiment que le one shot. Et on arrive là avec donc le Preos a 1 an et demi d'existence maintenant. Mais moi, j'accompagnais déjà une entreprise déjà avant, en fait, en rentrant via les demandes de consultation ostéo, et ils sont venus à me demander, tiens, c'est eux qui nous on parlait de collaboration, c'est vraiment une entreprise avec laquelle on a collaboré, on a co-construit en fait notre offre, ils nous ont permis vraiment de maturer cette proposition de service. Et en fait, aujourd'hui, avec eux, on arrive à quasiment 20% de diminution d'arrêt de travail qui sont liés, depuis la date d'intervention par rapport à début 2019.
Donc on part de quelque chose en fait à la base qui est la santé, la qualité de vie, le ressenti en fait du travail, et en fait on arrive sur quelque chose qui est vraiment très factuel avec des nombres d'arrêts de travail qui vont diminuer, et donc ça c'est super intéressant. Et vous parvenez à valoriser justement ce résultat de baisse de personnes qui tombent malades C'est tout le problème en fait, c'est qu'à la base nous on est 2 thérapeutes, et donc on a l'habitude que les gens viennent vers nous, on n'a pas l'habitude d'aller démarcher, d'aller vers les autres, et donc ça on n'était pas bon au début du coup pour faire ça, parce qu'on est tellement persuadé que ça marche qu'on était persuadé qu'on n'avait pas à convaincre les gens pour faire ça, et donc et on a des résultats qui le prouvent, mais donc ça a été tout le travail de Laurie et Sophie, de nous justement de nous montrer un peu le chemin pour formuler notre offre. Parce qu'encore une fois, je pense comme les filles, c'est qu'à la base, l'idée était déjà là, l'idée de partenariat, d'accompagnement, sauf qu'en fait, on ne l'avait pas vraiment mis en forme de cette façon-là, et qu'on était parti pour faire un catalogue avec une ligne, un prix, alors que c'est pas du tout ce qu'on voulait faire à la base. Mais on allait partir dans le schéma classique qui allait quelque part nous rassurer, alors qu'en fait, on n'a pas besoin de ça, quoi. Donc, Alors, j'entends bien qu'en termes de pertinence, c'est mieux d'aller dans une logique d'accompagnement, etc., et de tendre vers une vraie prise en charge finalement des enjeux de santé dans l'entreprise. Je ne suis pas sûr qu'économiquement ce soit mieux. Si je suis un peu provocateur, je ne sais pas ce que vous facturez dans cette logique-là, tandis que dans une logique classique, plus industrielle, voilà, c'est des heures de pratique, de formation, etc. Et donc voilà, encore une fois, comment vous arrivez à valoriser parce que pour moi c'est ça l'intérêt du coup qui fait que c'est plus facile ça pourrait être plus facile d'être dans les nouveaux modèles économiques, c'est qu'on parvienne vraiment à valoriser toute la valeur des effets utiles que vous créez. Est-ce que vous parvenez, est-ce que le parcours déjà il vous a permis d'avancer sur cette question de mieux valoriser l'immatériel? C'est forcément un peu compliqué, parce qu'encore une fois, souvent on a en face des responsables que QHSE ou des DRH qui sont eux dans ce schéma classique en fait, et qui ne demandent en fait ils ne demandent qu'une formation, ou alors ils ne demandent qu'une intervention. C'est un peu la difficulté, mais en fait en expliquant les choses, ils comprennent la démarche assez facilement. Et nous, comme on dit, des fois on a des entreprises avec lesquelles au départ on était parti sur un nombre d'interventions, et en fait on se rend compte que pour la taille ou pour l'échelle de l'entreprise c'est pas cohérent, et on réduit ces interventions là en fait. Ça va vraiment dans les deux sens, où on va vraiment soit on va au cours de l'année ou au cours des 2 ou 3 ans en fonction du plan d'accompagnement qu'on a décidé avec l'entreprise. On va faire varier ce nombre d'heures en fait, et c'est cette flexibilité qui les intéresse, et c'est ça qu'on arrive à valoriser aussi, dans le sens où on fait vraiment quelque chose de vraiment ultra personnalisé, où on se déplace avant chaque intervention dans l'entreprise, on discute avec les gens, on va sur le terrain pour voir vraiment comment ça se passe. On pourrait très bien se contenter de juste venir faire la formation, et puis faire une formation qui serait un peu généraliste, comme malheureux. Alors je critique pas les autres, les interventions comme ça du geste et posture, mais on sait très bien que ça a ses limites. Et encore une fois, le nombre de fois où nous, en tant qu'ostéo, on a entendu ouais, mais de toute façon, le geste et posture, ça sert à rien. T'as passé ta journée de 7 heures assis, et tout ce que t'as retenu, c'est qu'il fallait plier tes genoux. Alors qu'il y a tellement d'autres choses à faire, et il y a tellement de choses à mettre en pratique derrière, et qui sont en rapport avec le quotidien, avec le travail. Et ça, en fait, quand on explique un peu tout ça, et ça, on arrive aujourd'hui à l'expliquer, chose qu'on n'arrivait pas à expliquer avant le parcours. Ça, pour ça, les filles, on vous en remercie, mais on a réussi à formaliser vraiment tout ça, et maintenant, ça se fait de façon naturelle. En fait, il y a vraiment plus trop d'obstacles aujourd'hui à tout ça. Très bien. Dernier point aussi que je voulais aborder, qui a été évoqué par Céline et Pauline. Dans les 2 cas précédents, il y a eu des nouvelles coopérations qui ont émergé. Est-ce que là aussi c'est le cas? Est-ce que le périmètre de votre activité a un petit peu évolué en se disant finalement ouais, ce serait peut-être pas mal d'associer cet acteur-là dans la démarche pour mieux valoriser aussi ce que vous faites? Ouais, en fait au début on était parti sur nos compétences à nous, c'est-à-dire vraiment d'ostéo, de formateur. On a été pendant plusieurs années responsable de la clinique à l'école d'ostéo, donc former des jeunes ostéos, être devant un public et former des gens, ça c'est quelque chose qu'on fait depuis des années. Sébastien un peu plus, mais voilà. Et pour te taquiner un petit peu, t'as pas voulu venir parler, donc il fallait que je te...
Et donc faire des consultations ostéo. Et en fait, au fur et à mesure du temps, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait collaborer en fait avec tout un tas de personnes en fait qui travaillent justement sur cette thématique. On en a déjà parlé avec Pauline, par exemple. C'est quelque chose qui pourrait être possible parce que dans nos journées, semaines qu'on organise sur le thème de la santé, du bien-être, eh ben, un atelier réalisé par Pauline aurait toute sa place. Ou je pense avec Marion, Oscar et Céleste, on en a déjà parlé aussi. Et donc c'est vraiment dans ce travail de coopération où on a peut-être un peu avancé au cours du parcours, et c'est ça qui a changé aussi de notre côté. Super, merci beaucoup. Sophie, même exercice, qu'est-ce que tu vois un peu de l'évolution du projet de Préos ? Alors Préos, c'est pour le coup des jeunes entrepreneurs qui ont été très vite. C'est vrai que quand vous avez créé, vous avez eu rapidement de l'activité, puis vous vous êtes encore partagé donc, entre vos cabinets et l'entreprise. Alors, travailler sur la mission, je pense que ça a été un vrai sujet pour vous, parce que ça vous a permis de sortir de votre métier que vous connaissez extrêmement bien et que vous viviez déjà au quotidien pour prendre un peu plus de recul. Et donc, justement, sur ta question pas évidente du modèle d'affaires, sur comment est-ce que tu fais pour pas facturer justement que des interventions, là, le sujet est hyper intéressant. Qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise ? C'est quoi ? Comment l'entreprise elle va mesurer mon travail à la fin de l'année ? Et puis donc là, on sait que les entreprises ont plein d'indicateurs sur aussi bien le désengagement, on va dire moral ou psychologique, que les problématiques d'arrêt de travail, maladie physique, etc. Et comment est-ce que du coup, on n'est pas dans un catalogue comme tu disais où j'achète des jours, mais dans l'accompagnement et comment réfléchir avec l'entreprise à pouvoir aussi se rémunérer sur ses coûts évités. Donc je reviens sur cette fameuse notion de coût évité, mais sur des projets d'entreprise comme le vôtre, il y a un vrai sujet là-dessus qui nécessite aussi beaucoup de coopérer, parce que vous n'êtes pas les seuls à intervenir dans l'entreprise sur le sujet du bien-être des collaborateurs. Donc comment aussi est-ce que je suis force de proposition pour créer un réel écosystème autour de l'entreprise qui va ensemble travailler dans le même objectif, et comment est-ce que chacun peut bénéficier et la valeur partagée. On sait que ça coûte très cher à l'entreprise, et donc si ça lui permet d'économiser, à quel moment est-ce que des acteurs comme Préos peuvent aussi être rémunérés du coup sur des choses plus variables. Alors c'est sûr qu'il faut réussir à gérer ça en termes de trésor, etc. Mais il y avait un volet sur le modèle d'affaires qui est vraiment, vraiment intéressant, et avec un accompagnement de l'entreprise de fond, parce que je ne suis pas sûre que tous les acteurs qui interviennent sur ces sujets-là amènent les choses de cette manière. Et donc c'est aussi une marge de progrès intéressante pour le client. Merci beaucoup. Pour conclure en partie cette plénière, j'aimerais bien que les uns et les autres vous donniez un conseil, quelque chose que vous retenez de votre parcours pour ceux qui souhaitent se lancer déjà dans l'aventure d'entrepreneuriat et aussi dans cette logique-là des nouveaux modèles économiques. Moi, j'aime pas trop donner des conseils parce que j'ai toujours peur d'être prise à son propre piège, parce que je sais que j'ai pas toujours écouté moi-même les conseils, ou du moins je les ai entendus et mis en application longtemps après, et donc c'est pas forcément des conseils qui sont immédiatement applicables. Mais ce que je retiens, en tout cas, c'est que j'ai toujours gardé vraiment la mission, l'objectif, pourquoi je fais ça, quel sens ça a, et pourquoi je fais tout ça, en ligne de mire vraiment important, et en se raccrochant vraiment à cette mission. Eh bien, c'est un guide pour un grand nombre de décisions par la suite, dans la manière dont on va tenir le cap sur ce qu'on s'est fixé. Je voulais suivre l'ordre. Si j'avais un conseil, c'est de ne pas avoir peur d'y aller. Je pense qu'en fait, justement, dans ce parcours, en fait, il y a plusieurs fois, on parlait de sas de déformation, pour le coup, c'est vrai.
On pense avoir des... Alors nous, en plus, on est une jeune entreprise. Même si on avait l'expérience d'une création d'un cabinet paramédical, c'est complètement différent. Et en fait, on arrivait avec des acquis, des certitudes, et on sortait de là et on se dit mais putain, c'est pas possible. En fait, tout ce qu'on avait réfléchi, c'est... Et en fait, on n'était pas loin de la vérité à chaque fois. Et pour le coup, ça nous a permis de nous mettre vraiment dans la bonne direction. Donc, je pense que... Alors, j'ai pas d'éléments de comparaison, mais je pense que... Parce qu'on vient juste de créer, mais je pense que peu importe en fait la taille, le volume de la structure ou son ancienneté, je pense qu'il y a toujours des choses à retirer, notamment en termes de valeurs, si on va repartir sur les valeurs. Mais il y a vraiment des choses à retirer de ce nouveau mode de fonctionnement et je pense qu'il n'y a en tout cas que du positif. Du coup, donc, si j'avais un conseil, ce serait un peu vous deux, enfin vos deux conseils, mais aussi le fait d'intégrer cette manière de fonctionner dès le début, parce que je pense que c'est quand même plus facile de construire un modèle économique qui reprend un peu tout ce qu'on a dit que de changer au bout de 10 ans, même si en soi tout est toujours possible. C'est vrai que le fait d'avoir intégré ça dès le début de la création d'entreprise, ça facilite quand même les choses. Et en même temps aussi, c'est de se remémorer à chaque instant un peu pourquoi on fait ça, sa mission, ses valeurs, ce que tu disais Céline, parce que c'est vrai qu'on peut vite partir dans un modèle finalement où on avait des valeurs, on avait une mission de base, mais finalement on doit faire entrer du chiffre d'affaires pour s'en sortir tout simplement, et on peut vite oublier pourquoi on fait les choses. Donc c'est ça aussi, enfin j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais c'est ça aussi que m'a permis cette formation, enfin ce parcours, c'est de se repositionner un peu les choses et aussi de se remémorer pourquoi on a créé son entreprise finalement, sa mission de base. Voilà. Alors moi je vais pas donner de conseils, je suis pas entrepreneur, mais en tout cas, je voulais juste revenir sur deux, trois choses sur le parcours. C'est vrai que nous, chez Réseau Alliance, on a toujours l'habitude d'accompagner des entreprises. Et là, on s'est rendu compte qu'on accompagnait aussi beaucoup des personnes. Donc ça, je pense que c'est vraiment un retour fort qu'on a eu de cette promo. Parce qu'on accompagne le projet, mais on accompagne aussi l'homme ou la femme qui a derrière. Et finalement, on se rend compte que en les accompagnant sur ce volet nouveau modèle éco au démarrage, ça va aussi aider l'entrepreneur sur tout ce qui va être gestion du temps et gestion des compétences, parce qu'on faisait toujours un tour de table avant de démarrer et on vous a toujours trouvé tous hyper débordés. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, ils se sont mis des ambitions là. Donc, moi, c'est les zéro déchet. Alors, vous étiez plusieurs à travailler sur ces sujets, etc. Donc, il va falloir carburer si vous voulez y arriver. Donc, ça a été je trouve un apport assez intéressant du parcours. Et donc, de travailler sur la mission comme socle, finalement, ça permet aussi de trancher. Parce que parfois on a l'impression qu'on peut avoir des boulevards devant nous, qu'on a plein d'opportunités et on a un peu envie de tout saisir parce que justement on démarre et qu'on ne sait pas très bien qui est son bénéficiaire, pas encore très bien qui est son client, etc. Et quand on renforce vraiment cette base, le sens, etc., ça vous permet aussi de prendre des décisions en étant plus serein et sans avoir l'impression de renoncer. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose d'assez important dans vos postures et dans le démarrage de son activité. Et ce que j'espère aussi, et ça on le verra plus tard, mais c'est que ça va vous aider aussi au changement d'échelle, parce que c'est vrai que pour l'instant vous êtes encore des petites entreprises avec pour la majeure partie d'entre vous une personne, et vous avez des super belles ambitions, et c'est vrai que d'avoir pu travailler notamment sur le volet coopération, écosystème, et modèle d'affaires moins éreintant pour l'homme et les femmes qui sont dans l'entreprise, je pense que ce sera aussi une clé pour le changement d'échelle et qui sera peut-être plus facile, plus gérable pour vous. Donc ça, on ne peut pas prédire, mais en tout cas, on a eu une belle promo. Les 10, ils sont quasiment tous là ce soir, donc vous aurez l'occasion de les rencontrer juste après. Mais vraiment une très belle promo, donc bravo, parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Ils se sont beaucoup investis, donc c'était un bon moment, un bel accompagnement. Merci. Je me permets aussi de revenir sur juste 2 petits éléments importants. Je suis le monsieur concept, donc du coup je reviens
Sur les mots, encore une fois, sur la coopération, moi, ce que je retiens du retour, c'est que la coopération, c'est pas juste une question de valeur. C'est-à-dire, c'est pas tel partenaire, à lui, je sens qu'il partage les mêmes valeurs que moi, je vais pouvoir coopérer avec lui. Notamment quand on me préparait avec Céline cette plénière, on se rend compte que c'est un vrai boulot, en fait. La coopération, c'est que ça va pas de soi, et que ça ne se décrète pas. Et que finalement, tout le travail aussi qui a été mené dans ce parcours, c'est du coup, ça consiste à quoi, mon boulot? Dans l'animation de la coopération, ça veut dire quoi, concrètement? Et l'autre chose que je retiens, c'est que on a parlé beaucoup de valeurs différentes, comme si c'était commun, mais juste pour revenir quand même sur ce qu'on entend derrière le mot valeur, nous on distingue la valeur d'usage de la valeur monétaire. C'est très différent. C'est très très différent. La valeur d'usage, c'est l'ensemble des effets utiles que l'on peut créer. Puis après, il y a la valeur monétaire, c'est ce qu'on est capable de capter monétairement. Et le problème, c'est que les deux, ça ne converge pas forcément. C'est pas forcément celui qui crée les effets utiles qui va capter de la valeur économique. Voire même quand je les titillais les uns les autres, mais je veux dire, c'est quand même plus facile de faire de la location de box quand même. En volume, là, on va gagner l'argent. Et la réponse, c'est de me dire, mais oui, mais c'est pas ça qui crée de la valeur. Donc juste pour dire que le vrai problème dans le développement durable, et c'est en conclusion avant que je passe la parole à la salle, c'est que la valeur telle qu'elle est pensée dans le modèle industriel, elle ne permet pas de faire converger intérêt économique, social et environnemental à la fois. Pour faire de l'économique, dans le cas des trois quasiment en fait, pour faire de l'économique facilement, il faut que je rentre dans une logique de volume, que je vende plus de box, que je fasse plus de heures de formation standard, que je vende plus de cosmétiques. Sauf que si je fais tout ça, ça ne va pas dans le sens du développement durable et puis c'est pas pertinent par rapport aux enjeux sociétaux. Sauf si on dit mais non, en fait ce qui a de la valeur, c'est pas la box, c'est pas juste une heure de formation, c'est pas juste les cosmétiques, c'est changer les habitudes de consommation, c'est accompagner l'ensemble de mon écosystème à mieux gérer les consommables, etc. Et puis ça apporter de vraies solutions de santé. Donc voilà, juste pour dire encore une fois à quel point le concept de valeur, c'est pas un concept juste comme ça et c'est important de revenir quand même des fois sur les mots. On va passer avec avec la salle. Est-ce que vous avez des questions, remarques, objections? D'habitude, je rajoute insultes, mais ce sera simplement pour moi, du coup, et pas pour les autres. On prend une série de questions. C'est toujours le premier qui est compliqué. Merci bien. Ok, bonsoir. J'avais une question pour Céline qui me trotte dans la tête depuis ton intervention. Donc l'idée est brillante, la combinaison du bien et du service adapté. Simplement une question très pratique, le lavage en fait des box, comment ça se passe et quel est le retour justement des clients sur cette partie-là, parce que c'est une partie contrainte qu'il faut aussi qu'ils subissent. Donc est-ce que ça pose des problématiques justement dans ton offre? C'est aussi une question pour Céline. En fait, moi, je me demandais comment, en fait, quels étaient vos arguments commerciaux pour convaincre vos clients, donc directs, pas les clients des clients, mais vos clients, d'acheter votre solution. Merci. D'autres questions ? C'est pas une question. C'est pas une question, c'est simplement on met en avant un modèle économique basé sur l'économie, la fonctionnalité de la coopération. Mais on a d'abord en face de nous 3 chefs d'entreprise. Et je pense qu'il n'y a pas, s'il n'y avait pas les chefs d'entreprise ou des dirigeants entrepreneurs, il n'y a pas de projet. Il ne faut pas les oublier. Merci Jean-Mi. Céline, je te laisse répondre aux 2 questions et on reprend une salle de questions. Alors, je vais répondre sur la question du lavage. En fait, j'ai commencé par éluder cette question, considérant qu'elle allait être un petit peu compliquée au départ. Donc, je me suis adressée à des gens qui n'avaient pas de problème de lavage, tout simplement. C'est-à-dire, j'ai commencé dans ma segmentation clientèle en allant au plus facile, des restaurants qui ont une offre en salle, qui ont donc de la vaisselle et donc qui ont des lave-vaisselle ou qui ont une plonge pour laver la vaisselle. De plus en plus, eux cherchent à augmenter leur chiffre d'affaires sans augmenter leurs charges.
donc ne pas rajouter une salle supplémentaire dans le restaurant et le personnel pour servir avec, mais développer l'offre à emporter ou de s'inscrire sur des plateformes de livraison, voilà, pour pouvoir vendre plus de repas sans avoir de charges supplémentaires. Mais en tout cas, l'infrastructure de lavage, elle est là. Donc, dans un premier temps, je me suis adressée à eux, puisqu'il n'y avait pas ce problème-là. Et maintenant que je suis en train de commencer à attirer d'autres acteurs qui sont dans le tout jetable, qui ne sont pas du tout passés par l'étape de lavage, de vaisselle de toute manière, donc des gens qui ont une offre uniquement avec de l'emballage jetable. Et donc là, on est en train de... Soit il y a un volume tellement énorme qu'on peut faire appel à un prestataire laverie. Donc il y a un autre acteur qui fait partie de mes parties prenantes et qui rentre dans le jeu. Mais il y a un volume tel que la question du lavage peut être externalisée et rentrer dans le système de facturation, tout simplement. Et sinon, pour la location ponctuelle, je passe par des prestataires en ESAT, donc avec un partenariat notamment avec les Papillons Blancs de Roubaix-Waterloo. Je vais avoir un gros événement début juin, et à l'issue du week-end, je vais me retrouver avec à peu près 1 millier de lunchbox à laver. Et donc là, en ESAT, il n'y a pas de pression. C'est une location ponctuelle, donc ils peuvent passer la semaine, ils prennent la semaine si besoin. C'est moins compliqué sur la location ponctuelle. Donc jusqu'à présent, j'ai trouvé des solutions de lavage à chaque fois que le problème s'est présenté. Et j'espère que ça va continuer. Mais en tout cas, plus ça avance, plus je vois à peu près comment calibrer une offre qui intègre le lavage, parce que je ne l'ai pas non plus, je ne suis pas partie de front sur ce sujet. Donc j'espère que ça répond à la question. Et sur la commercialisation. L'argument commercial, en fait, il y a aujourd'hui des clients qui m'appellent et la première chose qu'ils me disent, c'est combien ça leur coûte le jetable. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. La phrase qui est arrivée, j'étais avec quelqu'un au téléphone juste avant de venir ici, donc une société de restauration qui a 10 restaurants sur la métropole. La première chose elle m'a dit, mais c'est le pourcentage de ces charges qui dépend du jetable. Quel pourcentage du chiffre d'affaires ça correspond. Voilà, aujourd'hui, pour les gens qui font du plateau repas, ils ont un budget fourniture d'achat de jetables qui prend une partie de leur marge. Donc moi je m'appuie là-dessus, quoi. D'autres salves de remarques, questions ou objections? Oui. Je voulais aussi faire un constat par rapport à ce que vient de dire Céline. Moi, par exemple, je travaille dans un espace de coworking. Je vois régulièrement tous mes collègues coworkers qui vont acheter leur nourriture avec des lunchbox. Donc, c'est devenu une habitude. Donc, ce que vous faites répond vraiment à une demande, je pense, aujourd'hui. Voilà. Donc, bravo. Encore Céline. Comment vous allez anticiper le changement de la loi qui va interdire justement ce consommable à usage unique qui va être interdit à partir du 1er janvier 2020, c'est-à-dire demain. Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez des concurrents sur ce type de modèle en fait? Bonsoir, j'ai une question un peu personnelle peut-être pour chacun d'entre vous, même si tu as déjà un petit peu répondu de ton côté.
qui est sur comment s'est passé votre bascule, c'est-à-dire c'est quoi le moment où vous êtes sorti de la dissonance cognitive. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Toi, tu l'as un petit peu expliqué, mais est-ce que c'est vraiment une épiphanie, c'est-à-dire ça t'est tombé dessus d'un moment de prendre la conscience, ou est-ce que vous avez suivi un processus et dans ces cas-là, quels ont été les déclencheurs? Je pose la question tout simplement parce que l'objectif du Club Noé aussi, c'est de faire l'évangélisation, et donc ça peut être intéressant d'avoir un peu les mécanismes qui font qu'à un moment on passe de l'autre côté du miroir et que en fait notre activité passée ne devient quasiment plus supportable au point qu'on en va à passer le pas et prendre tous les risques de la création. Moi, j'avais une question à chacun des entrepreneurs. Vous êtes tout seul ou à deux, d'après ce que j'ai compris. Comment vous voyez votre développement par rapport à vos valeurs? Merci. Une dernière pour la route, ça va aller pour retenir? Bonsoir. Moi, ça serait une question pour Pauline. Tout à l'heure, tu disais que finalement, ça n'était pas juste de vendre des produits et c'était pas juste organiser des ateliers. Et l'idée, c'était de se dire, voilà, comment tu crées le lien entre ces deux espaces pour que finalement, tes clientes qui sont dans la boutique aient envie d'aller suivre un cours d'atelier et vice-versa. Merci. Une dernière pour vous? Une remarque. Moi, c'est plutôt, je suis en cours de création là sur plutôt du conseil et de l'accompagnement à l'entreprise. Et de manière intuitive, le message que je souhaite faire passer, c'est d'être dans les nouveaux modèles économiques et d'être plutôt autour de l'humain. Alors tout le monde raconte ça comme histoire, être autour de l'humain, mais c'est de le faire de manière, comment dire, dans un cercle vertueux. Et de vous entendre tous aujourd'hui, ça me rassure dans ma mission de vie que je dois avoir comme objectif et de garder le cap. Merci. En fait, l'événement déclencheur, ça a été justement, comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'entreprise qui à la base est venue me chercher en fait au cabinet pour faire des consultations stéo, j'ai eu pour tout expliquer, en fait, ils me réservaient, si vous voulez, le cabinet des après-midi pour faire les consultations d'ostéo, parce que il y avait une proximité qui le permettait. Et en fait, j'ai un patient qui me disait, mais pourquoi vous lancez pas dans de la formation, Et je lui dis, ouais, pourquoi pas, ça peut se faire. Mais naïvement, en fait, je lui dis, écoutez, il faudra en discuter un petit peu avec moi de mon côté, avec la direction, il faudra voir de l'autre côté. Et lui, il m'a dit, il n'y a pas de problème, la direction, c'est moi. Donc en fait, moi, l'événement déclencheur, il a été assez simple. Et je me suis dit, ouais, en fait, pourquoi pas. Et alors, j'ai la chance. La question était aussi parce que notre activité passée, on est arrivé un peu au bout de quelque chose. Je pense que c'est à peu près ça. Moi, j'ai la chance de ne pas être arrivé. Moi, je m'éclate dans mon boulot, et donc on continue à pratiquer. Et je pense que c'est important qu'on ait encore un contact direct, nous, avec les patients. Et en fait, on travaille donc en collaboration à deux. On essaie d'adapter nos agendas. C'est pas toujours facile, mais pour justement intervenir et que le même intervenant aille dans la même entreprise à chaque fois pour créer cette relation de confiance. Voilà, mais le point de bascule a été là. Et comment tu vois ton développement ? Et comment je vois le développement ? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question, parce qu'en fait, qu'on se pose déjà aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a notre activité, on a la chance d'avoir une activité libérale qui marche très bien. Donc, pour l'instant, moi, j'ai un assistant qui me permet de me libérer du temps. Pour moi, c'est petit à petit, je libère du temps sans porter préjudice au service que j'offre aussi aux patients en local où je suis. On est en train de voir en tout cas, on réfléchit sur la fin d'année. On va voir un peu comment ça continue de se développer, mais pour prendre quelqu'un avec nous et qui pourrait nous permettre en fait d'avoir
s'occuper de tout ce temps administratif qui est nécessaire dans une entreprise, et un communicant, parce que nous, c'est pas forcément notre boulot. Moi, j'ai un stress monstre à monter là pour expliquer. Donc vraiment un communicant qui connaît le boulot et qui s'occupe justement de faire, on va dire, du démarchage entre guillemets, voilà, ce serait pour nous une façon de vraiment nous focaliser sur le travail et pouvoir développer voilà, des différentes branches, développer les branches dans lesquelles on est parti et rester focalisé sur notre mission, quoi. Merci. Je vais commencer par la bascule. En fait, moi, ça s'est fait en plusieurs temps. Bon, déjà, j'ai toujours su que je voulais créer mon entreprise parce que c'était hyper important pour moi de mener un projet de A à Z et de voir un peu le résultat. Je trouvais ça assez fascinant. Et la bascule, en fait, c'était pendant mes études. Donc, moi, je suis ingénieur agronome de formation et on devait faire un stage en 3e année. C'était un stage d'assistant ingénieur. Et j'étais toute contente d'avoir trouvé mon stage dans la grande distribution, donc dans une grosse boîte du Nord. Et en fait, c'était au service qualité. Donc pareil, j'étais hyper contente parce que ça m'intéressait, la qualité. Et en fait, j'ai très vite déchanté parce que le sujet du stage, c'était de refaire un peu tout l'étiquetage en boulangerie, pâtisserie. Alors c'était horrible, c'était rébarbatif au possible. Moi qui suis quand même quelqu'un d'assez créatif, c'était un peu contre ma nature. Et c'est vrai que je me suis aperçue que finalement, dans ce qu'on vendait, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas très très bonnes et que la liste des ingrédients était très très longue. Et je me suis dit, c'est pas possible. En fait, ça m'a carrément dégoûtée. Je me suis dit, mais jamais je vais travailler dans l'agroalimentaire. Donc, la bascule, elle s'est faite très vite. J'étais dans une école d'ingénieur agronome et je savais que je n'allais pas de toute façon travailler dans le domaine d'activité où je faisais mes études. Et comme j'étais passionnée de plantes, j'avais fait mes études en biochimie à la base et en pharmacie, je suis repartie un petit peu dans quelque chose qui m'attirait vraiment, la cosmétique, les plantes, l'utilisation des plantes sur soi, pour la santé, etc. Donc je me suis vite orientée là. Et puis, pareil, mon rêve, c'était de bosser chez L'Oréal à l'époque. Et bon, j'ai passé des entretiens, tout ça, c'est pareil, j'ai vite été un peu écœurée de ce système-là. Et puis, une autre bascule qui s'est faite, j'étais sensible, en fait, j'avais cette fibre un peu où je me disais, finalement, moi, au travers de mon activité ou à travers de mon entreprise future, j'ai envie un peu de changer les choses et puis de bousculer un peu cette manière de consommer. Et finalement, je me suis fait un peu rattraper par le système parce que j'ai trouvé un poste assez intéressant, VIE au Canada, pour une grosse boîte. J'étais hyper contente de bosser pour une marque hyper connue. Et finalement, c'est pareil, j'ai vite déchanté parce que quand on m'a justement mis ce constat-là qui était que en deuxième ingrédient, il y avait des huiles issues de la pétrochimie dans les produits que je vendais, je me suis dit, non, je peux vraiment plus continuer comme ça. Et en fait, ça correspond pas à mes valeurs, à ma vision des choses. Et c'est là où je me suis dit, faut que c'est le moment de me lancer, quoi, finalement. Donc voilà, la bascule, c'était un peu ça. Mais il y avait cette fibre-là depuis toujours quand même, cette sensibilité qui était déjà là quand même. Voilà, et après, l'autre question, c'était de... Comment tu vois le développement ? Ah oui, la croissance, donc il y avait cette question-là aussi. Comment je vois le développement En fait, mon idée de base, c'était d'ouvrir plein de Mademoiselle Biloba dans toute la France, donc plein d'ateliers boutiques. Là, on est un peu en train de se repositionner par rapport à ça. Le développement va se faire surtout au travers de ce qu'on peut apporter aux entreprises. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis aussi, on aimerait bien lancer une marque propre à Mademoiselle Biloba, parce que, en fait, ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est que, l'idée de base, c'était vraiment de proposer des ateliers cosmétiques. On est quand même assez vite limité en termes d'accueil et puis aussi de chiffre d'affaires. Forcément, parce que on peut pas faire des ateliers de 8h du mat à 22h tous les jours. Les personnes sont disponibles
que le soir. Et c'est vrai que c'est aussi ça qui nous a amené à développer la partie boutique. Enfin, les deux questions sont un peu liées. On a répondu à une demande. Moi, c'était un peu contre ma nature au début. Je me suis dit, mais en fait, le projet, c'est plutôt d'apprendre aux gens à fabriquer leurs propres produits cosmétiques. Alors finalement, pourquoi je vendrais des cosmétiques tout faits ? Et au début, je voulais vraiment pas vendre des produits tout faits. Mais finalement, je me suis dit, mais la plupart des gens ne fabriqueront jamais leurs produits, ou alors ils vont venir une fois, ils vont être sensibilisés, ça va leur donner envie de tout changer dans leur salle de bain. Mais en même temps, ils n'ont pas forcément tous le temps ou l'envie. Enfin, il faut que ça reste quand même un plaisir. Si c'est une corvée, c'est pas la peine non plus. Donc c'est ça qui a amené à développer cette partie boutique. Et puis de fil en aiguille, on s'est aperçu aussi que y a de moins en moins de gens qui veulent se déplacer dans les centres-villes, malheureusement, et qu'il faut se développer sur Internet. Donc là, le développement est en train de passer par le lancement d'un e-shop. Et aussi, plutôt que de vendre les marques des autres, pourquoi pas vendre aussi notre propre marque avec nos valeurs. Et puis, il y a plein d'idées derrière tout ça, mais voilà, pour le moment, c'est ça le développement. Et pourquoi pas s'exporter dans d'autres villes aussi, parce qu'on a pas mal de demandes régulièrement d'ouvrir d'autres points dans d'autres villes en France. Voilà. Et puis le lien entre les ateliers et la boutique, j'ai quand même pas mal répondu, mais ça s'est fait par les clients finalement. C'était vraiment une réponse à une demande. C'est de se dire, on a compris, il faut mieux regarder la composition de ces produits, mais aujourd'hui, où est-ce que je peux trouver les ingrédients pour les fabriquer moi-même ? Et en même temps, je vais peut-être fabriquer, mon déo, mais j'ai pas le temps d'aller fabriquer tous les produits que j'utilise au quotidien. Donc voilà. Et aujourd'hui, la partie boutique prend plus d'ampleur, se développe plus vite que la partie atelier, où là, on a atteint un peu le seuil de ce qu'on pouvait faire finalement. Mais en même temps, les ateliers, ça reste hyper important, même si je pense que c'est pas ça qui va tirer le business à terme, mais ça reste important dans le sens où, pour moi, c'est important de véhiculer ça, de montrer aux gens qu'on peut faire les choses par soi-même et que c'est important de regarder aussi ce qu'on consomme et que c'est, au-delà d'un élément de communication, c'est la base aussi du projet, finalement. Voilà. Merci beaucoup. On termine avec Céline. Oui, alors il y avait beaucoup de questions. Je vais essayer d'être très très rapide, succincte. Ouais. Bien sûr qu'il y a des tendances. Quand on monte un business plan, on se doit à un moment donné de traiter de la question de la veille concurrentielle. Et puis alors il y a un modèle qui est c'est un peu scolaire ce que je dis là, mais de regarder quelles sont les influences économiques, les influences législatives, les influences sociétales, qui pèsent sur le marché. Donc évidemment, l'évolution de la loi qui va interdire les emballages jetables, c'est une tendance très très lourde. Et bien sûr, ma solution est une solution anticipatrice par rapport à ces évolutions-là. Voilà. Au passage, c'est déjà le cas à San Francisco. Donc, en termes de développement, mon marché est là-bas aussi, puisque c'est quand même le territoire le plus avancé dans le zéro déchet, et y compris sur l'aspect réglementaire. C'est-à-dire, il y a une interdiction des emballages à usage unique à San Francisco dans l'espace public. Donc, on n'a pas le droit de vendre une bouteille d'eau comme ça dans un parc public à San Francisco. Donc, on va y arriver. La date de 2020, moi je reste prudente parce que pour les sacs plastiques, on a vu, ça a été repoussé. On va y venir, mais il n'y a pas encore le feu au lac. En tout cas, moi ce que je propose, c'est d'anticiper ça sereinement en s'y préparant et en testant ces solutions. Je ne suis pas la seule à le proposer. Quand j'ai commencé à travailler sur le projet, j'avais l'impression d'avoir un truc unique au monde, et puis en fait, on était déjà une dizaine à labourer un petit peu le terrain, et puis là, depuis un an, tous les mois, il y a un concurrent qui arrive. Donc voilà. Et moi et mes petits concurrents, on est des tout petits poussés par rapport à l'artillerie lourde de la concurrence qui s'est pointée à Davos, sponsorisée par Carrefour, Coca-Cola, etc. C'est le projet Loop. Donc c'est hyper intéressant. Déjà, moi, ce que je vois par rapport à ça,
ben, ça conforte mon truc. Ça confirme effectivement qu'il y a une tendance lourde et qu'il y a des raisons d'y aller et que de toute manière, le marché est tellement vaste que autant être plusieurs à le travailler et à apporter des solutions spécifiques. Voilà. Donc, voilà pour la première question et qui en même temps permettent de traiter celle du développement. Le repas le plus délivré dans le monde, c'est la pizza. Ma boîte, c'est une lunchbox qui est plutôt calibrée sur les plats chauds, les plats préparés, les salades, le burger, les plats de pâtes, tout ce qui est cuisine asiatique. Donc on a déjà une grande diversité de repas. C'est évidemment pas adapté à la pizza. Donc un axe de développement, c'est de creuser et de développer une gamme de contenants alimentaires durables et consignés qui permettent de servir n'importe quel repas. Voilà. Ça, on est sur des... Je ne sais plus qui a posé la question du développement, mais on est déjà sur du long terme, je pense. Sur le déclic, vite fait, je viens pas du tout du monde de l'entreprise. Je travaille dans le secteur public, donc voilà. Et Rifkin est arrivé dans la région pour parler de troisième révolution industrielle il y a quelques années. Moi, je fais partie des gens qui avaient lu tout Rifkin avant qu'il débarque ici à Lille au World Forum. Donc, j'étais fan absolue. Et quand j'ai vu la mobilisation des entreprises de la région autour de ce que disait Jérémy Rifkin, je me suis dit, waouh, ben j'ai plus envie, par rapport à la troisième révolution industrielle, d'être du côté de ceux qui la font plutôt que de ceux qui en parlent, quoi. Donc ça, c'était un truc qui me titillait un peu. La deuxième chose, c'est qu'on met beaucoup de soi dans ce qu'on fait. Moi, j'ai beaucoup fréquenté les festivals et les concerts, un peu moins maintenant, mais toujours. Et j'ai vu qu'en allant à des festivals, grâce à EcoCup, on avait trouvé une solution pour les boissons, mais qu'elle n'existait pas pour les repas. Il y a peut-être un besoin, il y a peut-être un truc pour creuser l'idée. Et le vrai déclic, et ça, alors pour le coup, c'est un vrai conseil que je donne, madame, parce que vous accompagnez les personnes qui créent des entreprises. Je m'ennuie un petit peu et donc en regardant passer des trucs sur Facebook quand on s'ennuie, j'ai vu passer le lancement d'un MOOC, Devenir entrepreneur du changement, organisé par une association qui s'appelle Ticket for Change. Et alors maintenant, ça a pris une ampleur de fou, ce truc de Ticket for Change, mais en tout cas, pour occuper mes soirées, je me suis inscrite au MOOC et je me suis prise au jeu. J'ai adoré, curieusement, et donc du coup, j'ai fait bien comme il faut les exercices. J'ai répondu au MOOC, etc. Je suis certifiée du MOOC, j'ai un petit badge sur mon profil LinkedIn, c'est génial. Mais n'empêche que à la fin de ce MOOC, qui dure 3 mois, j'avais abouti à un business model canvas de ce qui pourrait être une entreprise. Et me retrouvant face à ça, c'est-à-dire mes idées que j'avais mis dedans, en fait, je me suis dit, je peux pas rester avec ça, voilà, j'y vais. Et ça a été le déclic de quitter mon boulot et me lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup. Pour conclure, j'appelle du coup Didier Dumont. Didier Dumont, président du Club Noé, à qui je laisse le mot de la fin. Bien, écoutez, je trouve ça très réjouissant. On a eu des très très beaux témoignages. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut encore applaudir tous les intervenants, tous les témoignages. Donc, en introduction de cette plénière, je disais qu'effectivement, d'habitude, on faisait intervenir des porteurs de projets ou des dirigeants qui avaient déjà un modèle et qui essayaient d'en changer. Donc effectivement, ils cultivaient déjà certainement des bonnes pratiques, des déjà là.
ce qui n'était pas forcément le cas effectivement pour les témoignages de ce soir, mais on s'aperçoit que les déjà là sont aussi dans la vie personnelle, dans les expériences qu'on a pu avoir avant, même s'ils ne sont pas dans une entreprise qui est déjà existante. Et en fait, il y a beaucoup de points communs par rapport à toutes ces approches. Moi déjà, ce que j'ai entendu, c'est que finalement, dans tous ces projets, il y a une volonté de changer le monde. Donc effectivement, on peut dire c'est humblement à son niveau, mais c'est extrêmement important et c'est ce qui est porteur, c'est ce qui est motivant dans toutes ces aventures. Et ça, peu importe qu'on soit créateur ou qu'on ait une entreprise, qu'on dirige une entreprise depuis 10, 15 ans, etc., c'est une motivation qui est commune et qui est très forte. Et ensuite, il y a des points de départ ou des analyses de ce que sont nos marchés dans nos métiers qui font qu'effectivement, à un moment, on a un point d'accroche, on identifie à un moment une problématique. Et on se dit, tiens, là, je m'aperçois que finalement, il n'y a pas de solution à cette problématique. Donc, est-ce que je peux, moi, en inventer une? Donc, effectivement, par rapport au zéro déchet, de se dire, il y a des activités qui se développent avec les repas à domicile. Mais du coup, ça pose une problématique qui existait peut-être moins avant, parce que ça se développait moins. Et d'avoir un peu cette lecture des choses qui est pas d'ailleurs à la portée de tout le monde, parce que tout le monde laisse passer sans rien voir. Et il y a quelques personnes qui vont se dire, tiens, moi je trouve qu'il y a un problème, parce que j'ai une conscience différente, parce que je veux faire attention à la planète, parce que voilà. Et donc c'est intéressant de voir effectivement ces déclics, ces intuitions. Et finalement, elles sont communes aussi à l'ensemble des entrepreneurs qui veulent changer de modèle. J'ai aussi relevé un certain nombre de difficultés dont vous avez parlé, mais qui se rencontrent aussi dans les parcours de dirigeants qui portent et qui dirigent des entreprises depuis un moment. C'est la difficulté de savoir révéler finalement la valeur qu'on apporte à nos clients, à l'écosystème. Et tout ça, c'est extrêmement, c'est souvent très compliqué. Et aussi la difficulté de coopérer. De rentrer dans des coopérations, etc. Et c'est là où, effectivement, les parcours tels que le parcours qui a été porté brillamment par Réseau Alliance permettent de l'exprimer, de pouvoir rendre visibles et pertinentes les valeurs qu'on propose. Et ça, c'est important parce qu'on peut avoir les bonnes idées, mais si on n'arrive pas effectivement à faire percevoir les valeurs qu'on apporte, c'est extrêmement compliqué de trouver des clients. Et on sait que si on n'a pas de clients, c'est un peu plus compliqué d'avancer. Donc voilà, je voulais juste apporter quelques éclairages que j'ai notés, qui me semblaient importants. Mais je renouvelle encore toute mon admiration par rapport à tout ce que j'ai entendu, parce que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de courage aussi, de vouloir soulever ces montagnes. Et en tout cas, dans l'écosystème du Club Noé, Réseau Alliance, etc., il y aura toujours des gens pour vous accompagner et vous permettre de continuer vos aventures. Voilà, donc on va clore la partie, on va dire, formelle de la plénière, mais il y a la partie informelle maintenant avec le cocktail et tous les échanges que vous pourrez nourrir entre vous. Donc n'hésitez pas, bonne soirée et puis à la prochaine plénière.